Alors nous concentrons toujours sur le sujet que nous abordons ce soir, tel l'intelligence artificielle, ses intérêts et ses inconvénients et comment faire face à tout ce qui est insécurité dans ce domaine. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Sahar Talat. Vous êtes professeur de communication politique et spécialiste dans les médias numériques. Bonsoir. Bonsoir. Alors, premièrement, une question générale, l'intelligence artificielle est-elle devenue un acteur incontournable dans la politique et les médias? Sûrement, parce que vous voyez bien que maintenant, tous les réseaux sociaux culturels que nous sommes en train de voir, l'indépendance des médias, surtout l'individu est devenu toute une, disons, un gouvernement. Parce qu'on a maintenant toutes les diffusions qui sont en train de se propager partout dans le monde, surtout un follower ou un influenceur ou un YouTuber. Vous pouvez, maintenant on a 10 000 expressions. Donc, et c'est le métier de tout le monde. Exactement, exactement. Et donc en ce moment, nous sommes en train de voir des politiques médiatiques d'une façon multiculturelle, aussi sociopolitique et géopolitique en même temps. Donc nous sommes dans une phase de transformation entre la situation où on peut nous situer. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, l'ouverture sans frontières de tout le flux de l'information qui est en train maintenant de se extendre partout. Donc on a ce point de vue qui est en train de... on a besoin de voir où nous sommes, la localisation, où on doit nous situer, comment sera nos stratégies pour qu'on puisse non confronter. On doit en avoir une autre tolérance d'apprentissage d'informations et de mettre tout ce big data que nous sommes en train maintenant de confronter pour notre intérêt, non seulement personnel, sinon aussi de notre société, soit notre société, notre région arabe, musulmane, africaine, méditerranéenne. Et on a besoin aussi de voir qu'est-ce que ça veut dire l'information et l'âge de l'information en ce moment pour l'individu et pour le collectif. Bien sûr, l'intelligence artificielle, c'est l'avenir. Il faut suivre. Sinon, on sera vraiment loin de tout ce qui est avancement et avenir. Alors, quels sont les principaux avantages de l'intelligence artificielle dans tous les domaines en général? Par exemple, dans l'éducation, dans les sciences, dans l'investigation, par exemple la criminologie. Vous étiez maintenant en train de parler de cyberattaques, tout ce qui est en train de passer en ce moment. On a tout un avancement électronique qui est en train maintenant de se pénétrer dans tous les domaines. On a les enfants natifs qui sont nés avec cette information, ce type d'information. Donc on a besoin de faire ce lien entre le bien de ce produit, parce que c'est un produit de toute façon, et aussi de comment nous, étant des êtres humains, de voir l'importance de ce produit et comment l'utiliser comme un outil, non comme une pénétration interhumaine qui est en train maintenant de rentrer dans notre cerveau. Et nous sommes en train, par exemple, les jeunes en ce moment, par exemple à l'université, ils sont en train d'utiliser des terminologies socio-techno que je suis en train de voir, par exemple. Ils sont en train, il ne faut pas faire ce prompt en ce moment parce que j'ai besoin de faire beaucoup de nouvelles expressions que je suis en train maintenant de voir, et c'est très intéressant
intéressant parce que le langage est en train de changer. Je vois bien que c'est bien d'une façon ou d'une autre parce que si on a un cas d'urgence, par exemple, de quelqu'un qui est en train de mourir et on a besoin maintenant subitement de faire une opération et par exemple le médecin ou le chirurgien n'est pas sur place, on a le robot. La robotique qui est en train maintenant d'utiliser dans les hôpitaux. Donc, ce monsieur ou le chirurgien qui est ailleurs, par exemple en France ou aux États-Unis ou en Australie, il peut en ce moment faire l'opération sur cette personne. Donc, c'est un progrès très important. Mais en même temps, c'est un progrès qui est en train de nous faire réfléchir à d'autres accès d'information et à d'autres, je ne peux pas dire des limitations, sinon je peux dire que nous sommes en train maintenant de voir des nouveaux sciences qu'on va créer. Et il y aura de plus en plus interdisciplination entre des disciplines qu'on n'avait pas avant. Par exemple, on va voir un sociologue qui est par exemple un chimiste. Et on va voir ça. Peut-être ce n'est pas clair dans notre tête pour le moment, mais si, ça va exister. Ça veut dire, est-ce que l'intelligence artificielle, quand vous venez de donner un exemple, le robot qui peut remplacer un chirurgien, etc., est-ce que ça va remplacer presque tous les métiers? Non. À part, bien sûr, les gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle, les informaticiens, je veux dire. Par exemple, tous les outils robotiques que nous sommes en train d'utiliser, par exemple, commençant par les drones que nous sommes en train de voir, jusqu'aux les petites machines qu'on a à la maison pour faire le café ou je ne sais pas quoi. Donc, tout disons, ce complexe de machinerie, peut-être dans des cas, ne va pas le remplacer, mais il va donner une position où il va donner une nouvelle perspective pour ses travaux et peut-être des valeurs qu'on n'avait pas vues avant. Peut-être comme les Anglais disent, des skills, des habitudes, un outillage que nous n'étions pas capables de le concevoir mentalement. Mais maintenant, nous sommes en train de le voir. Et je peux vous donner une expérience très pratique. Pour que ça soit plus clair. Par exemple, maintenant, à l'université, je vais donner quelque chose que je suis en train de faire à l'université. Je donne mes cours dans le laboratoire où on a 10 000 ordinateurs devant nous. Les étudiants sont en train de faire. Et je travaille d'une façon collective et individuelle en même temps, parce que c'est ça le futur. Ils seront, par exemple, des entrepreneurs, parce que quand ils vont sortir, peut-être ils vont créer leur petite entreprise. Et comment on se travaille d'une façon individuelle, aussi avec un processus collectif de tous les autres collègues qui sont en train d'apprendre en classe. Donc, il faut voir maintenant que un est devenu plusieurs et plusieurs est devenu un. Donc, ce rapport, peut-être c'est pas trop clair pour le moment pour plusieurs, mais la technologie a aidé ces étudiants d'en avoir de plus en plus, être intégrés dans le monde de l'information. Être intégrés, ça ne veut pas dire qu'ils sont 100% au-delà de la cognition intellectuelle et mentale. Donc, c'est ça un peu ce qu'on doit faire en ce moment, de faire ce point entre tout ce qui est modernisation, parce qu'on ne peut pas dire que on doit écarter la modernisation, on doit écarter la technologie. Non, au contraire, on doit utiliser la technologie pour le bien de l'humanité. Et non seulement pour
créer des guerres, pour créer des conflits, pour créer des inégalités, les armes, et tout ce que vous voulez dire. Donc, en ce moment, on a besoin vraiment de remettre tout, surtout, par exemple, les politiques éducatives, les politiques scientifiques, les politiques des politiciens. On doit nous demander qu'est-ce que ça veut dire la société en ce moment, qu'est-ce que ça veut dire la société moderne. Est-ce que nous sommes en train de sortir de notre humanité envers la robotique, ou nous sommes en train d'utiliser tout ce qui est la modernité, disons, industrielle, même électronique, si on peut dire ça, avec l'être humain, et d'être, disons, pour le bénéfice de l'être humain et non au contre de l'être humain. Donc, il y a plusieurs questions en ce moment qui est en train maintenant d'être vraiment adressées sur ce point. Il y a plusieurs scientifiques, des gens scientifiques et aussi des gens, des philosophes qui sont en train maintenant de penser sur qu'est-ce que ça veut dire le post-humanisme qu'on va confronter d'ici 5 ans. Je ne suis pas en train de parler de 10 ans ou de 20 ans, je suis en train de parler d'un intervalle... très courte période. Exactement, exactement. Alors, comment les gouvernements peuvent utiliser l'intelligence artificielle dans la prise de décision, par exemple? C'est très facile, ils sont en train de l'utiliser partout parce que le monde est contrôlé. On a des caméras partout, on a des centres d'intelligence. Je ne parle pas des centres d'intelligence, disons, du point de vue militaire ou du point de vue... je parle du point de vue civil, parce que, par exemple, dans des quartiers, on peut trouver, par exemple, dans les mairies, dans le monde, disons, en Europe, par exemple au Canada ou aux États-Unis, ils ont des centres d'information où ils sont en train d'accumuler et aussi d'en avoir toute l'information qui est en train de leur... tout sur le trafic, sur la circulation, sur, par exemple, les hôpitaux, sur tout ce qui est... toutes les informations nécessaires. Et là-bas, ils sont en train d'en avoir une équipe spécialiste qui sont en train d'analyser ce flux de data. Et avec ça, ils sont en train de créer et non seulement de créer, d'en avoir une décision beaucoup plus claire qu'avant. Parce que peut-être avant, en train de chercher les papiers, tout ce qu'on avait et tout ça, mais maintenant avec un tout petit clic, on doit avoir par exemple qu'est-ce qui est en train de passer dans le centre-ville. Vite, ils peuvent voir qu'est-ce qui est en train de passer dans le centre-ville. Et du coup, prendre la décision. Exactement. Le pire, c'est que on demande même à la machine de nous donner la décision, ou bien nous proposer, je veux dire. Oui. Ça nous aide d'être beaucoup plus rapide. Par exemple, je peux dire, dans les cas d'ambulance, on a besoin de ça. Si par exemple quelqu'un qui est en train de mourir dans la rue et les gens ne sont pas, par exemple, ne sont pas en train de percevoir qui est en train de mourir, peut-être une caméra peut donner une alerte aux ambulances de venir le soutenir. Donc c'est ça un peu la question. Mais où nous sommes et comment nous sommes en train de diriger tout ça, c'est une autre question. Bon, on va continuer après présenter un petit reportage qui parle de ce phénomène, si je peux me permettre de dire, invisible, silencieuse, mais redoutablement efficace. La guerre numérique est désormais une réalité. Cyberattaques, piratage, désinformation, espionnage électronique redessinent les rapports de force entre les États. Dans un monde toujours plus connecté, la cybersécurité est devenue un enjeu stratégique majeur. Les conflits ne se limitent plus aux champs de bataille traditionnels.
Aujourd'hui, les cyberattaques sont devenues une arme stratégique capable de paralyser des infrastructures critiques, de perturber les services publics et de compromettre des systèmes financiers ou énergétiques. Les États, mais aussi des groupes criminels et des organisations non étatiques, investissent massivement dans les capacités numériques. Les attaques contre les réseaux informatiques, les campagnes de désinformation et le vol de données sensibles font désormais partie des nouvelles formes de confrontation. Face à cette évolution, la cybersécurité est devenue une priorité nationale pour de nombreux pays. Les gouvernements renforcent leurs systèmes de protection, développent des centres de réponse aux incidents et multiplient la coopération internationale afin de prévenir les menaces transfrontalières. L'intelligence artificielle transforme également le paysage cybernétique. Elle permet de détecter plus rapidement les attaques et d'améliorer les mécanismes de défense, mais elle peut aussi être exploitée pour concevoir des cyberattaques plus sophistiquées. Dans ce contexte, la guerre numérique s'impose comme l'un des principaux défis du XXIe siècle. Garantir la sécurité du cyberespace est désormais un enjeu majeur pour la stabilité internationale, la souveraineté des États et la protection des citoyens. Docteur Sahar Talat, je rappelle que vous êtes professeur de communication politique et spécialiste des médias numériques. Là, durant le reportage, on a discuté d'un point très important, c'est le grand écart entre les jeunes et leurs parents. Alors, les jeunes s'intéressent vraiment de tout ce qui est technologie, ils ont un langage particulier. Les parents, ils sont loin. Alors, comment rapprocher les deux générations? Je pense qu'on doit en avoir en ce moment 3 ou 4 langages. Ça dépend des générations. Par exemple, entre les bébés, je peux dire, jusqu'à 5 ans, ils ont un langage et ce langage est en train maintenant vraiment de se transformer. D'évoluer. Et je ne sais pas, j'espère que non, mais et de 5 ans jusqu'à 10 ans, un autre langage, de 10 ans à 15 ans. Et après, on a tout un panorama qui est totalement différent. Et on a un lexique disons, technologique, électronique, culturel, tout ce que vous voulez, et aussi d'un point de vue de langage aussi. Nous sommes en train maintenant d'utiliser 2-3 mots en arabe, 2-3 mots en français, 2-3 mots en anglais, peut-être dans des autres langues. Et les petits sont en train, ils peuvent communiquer facilement avec un allemand, avec un perse ou avec n'importe quelle langue facilement, et il y a plusieurs qui sont doués de faire ça. Donc comment établir je ne peux pas dire la différence entre les générations, mais je peux dire comment faire cette inclusion. On a besoin de nous inclure dans ce nouveau monde, socialement et culturellement. Parce que ici, on doit préserver notre identité. Parce que si on peut, et surtout avec les parents. Et je suis en train de parler de ça avec la nouvelle génération qui sont en train de rentrer, parce qu'ils sont en train de voir que le système éducatif, c'est un système très ancien, et nous maintenant nous sommes en train d'en avoir un accord avec la modernité de leur point de vue. Mais ils sont en train de perdre le point qui est très important, qui est notre identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quelles valeurs? Exactement. Et l'éthique. Parce que, par exemple, de copier quoi que ce soit, c'est normal. Non, c'est pas normal. Parce que c'est un travail de quelqu'un qui a fait un effort pendant des années et des années pour créer ce phénomène ou ce produit. Cette culture. Exactement. Donc, on a beaucoup de défis. Oui. Mais nous
nous sommes en train, je pense que nous sommes en train de travailler, surtout les médias. La télévision est en train et le cinéma, ils sont en train maintenant, surtout les films qui sont en cours et pour les enfants, les dessins animés, ils sont en train de changer un peu cette perspective et même les jeux. Nous sommes en train maintenant de voir par exemple qu'il y a des jeux qui étaient complètement abandonnés et on avait vu vraiment le danger de ces jeux pour les enfants. Donc on doit filtrer. Et aussi de faire une transformation dans le système, qu'on puisse être à côté de nos enfants, à côté aussi des jeunes. Mais il faut que les parents soient au courant de tout ce qui est technologie pour qu'ils dirigent bien leurs enfants. Non Je pense que oui, sûrement, sûrement. Et en même temps, les jeunes, ils doivent être aussi à côté de leurs parents parce que ils peuvent leur enseigner des choses qui sont très intéressantes pour eux, mais on doit en avoir cette communication. Oui. Et cette communication mutuelle, c'est très, très, très important. Rapprocher entre Exactement. les membres de la famille. Exactement. Alors, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Comme je viens de lire par exemple, les finances, ça va être remplacé par les machines, bien sûr, les ordinateurs et les applications et tout ça. Alors, ce qui m'intéresse, peut-être vous aussi, les journalistes doivent-ils craindre que l'intelligence artificielle remplace leur métier? Ça dépend. Par exemple, les journalistes sont en train maintenant de faire nourrir les machines avec leurs idées. Oui. Donc, on doit en avoir un système de régulation et de règlement médiatique pour qu'on puisse savoir que toutes les idées que nous sommes en train maintenant de créer, peut être des menaces pour les carrières, pour par exemple le travail et le futur de ces journalistes. Mais en même temps, ils doivent en avoir, être, si on peut dire, très avancés pour savoir qu'ils doivent être beaucoup plus rapides que la machine, beaucoup plus rapides que l'ordinateur. Une personne normale peut descendre dans la rue, ils peuvent être un très bon rapporteur, un très bon journaliste, et ils ont l'accès humain. Et je ne pense pas qu'un journaliste va disparaître. Et je ne pense pas... Surtout avec la communication entre les gens. Exactement. Et je ne pense pas que la technologie va remplacer les médias ou va remplacer les journalistes. Les médias vont continuer, mais ils vont continuer d'une autre façon. Et on a besoin d'en avoir un système éducatif différent. On a besoin aussi de voir comment utiliser la technologie et surtout tout ce qui est l'intelligence artificielle pour notre bien, pour être un journaliste spécialiste en plusieurs domaines, de manipuler l'information. Mais on ne doit pas laisser l'information nous manipuler. C'est très clair. Je vais présenter comme un petit reportage. L'intelligence artificielle redéfinit les règles du jeu politique et médiatique. Entre innovation, influence et manipulation de l'information, elle ouvre de nouvelles perspectives tout en soulevant de nombreuses interrogations. Opportunités pour renforcer la démocratie ou menaces pour la crédibilité de l'information. Éléments de réponse dans ce reportage. L'intelligence artificielle transforme profondément la manière dont les responsables politiques communiquent et dont les médias produisent et diffusent l'information. Grâce à ses capacités d'analyse et de traitement des données, elle permet d'améliorer la prise de décision, d'anticiper les tendances et de personnaliser la communication avec les citoyens. Dans le secteur des médias, l'IA facilite la vérification des informations, la traduction automatique, le montage de contenu et la production d'analyses en temps réel.
Elle offre ainsi de nouvelles opportunités pour un journalisme plus rapide et plus efficace. Cependant, cette révolution technologique soulève également de nombreuses inquiétudes. Les contenus générés par l'intelligence artificielle, notamment les deepfakes, peuvent favoriser la désinformation, manipuler l'opinion publique et influencer les processus électoraux. Les algorithmes des réseaux sociaux, quant à eux, peuvent renforcer la polarisation et orienter le débat public. Face à ces défis, gouvernements, institutions internationales et entreprises technologiques cherchent à établir des règles garantissant une utilisation responsable, transparente et éthique de l'intelligence artificielle. Entre l'innovation et risque, l'intelligence artificielle apparaît aujourd'hui comme un outil puissant dont l'impact dépendra avant tout de la manière dont les sociétés choisiront de l'encadrer et de l'utiliser. Docteur Sahar Talat, je rappelle que vous êtes professeur de communication politique et spécialiste des médias numériques. Alors une dernière question qui me paraît très importante. En tant qu'experte dans le domaine, quel message souhaitez-vous adresser au public concernant l'avenir de l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, elle doit être humaine, de plus en plus humaine. Donc, tous les gens qui sont en train de travailler cette IA, on doit voir que nous sommes en train de travailler à faveur de l'humanité, à faveur, par exemple, de détruire les frontières, à faveur d'en avoir une culture humaine raisonnable, de cesser la discrimination, d'en avoir tous nos droits humains, d'en avoir un espace commun pour tout le monde et de ne pas nutrir le mécanisme de l'intelligence artificielle par la haine ou par les messages de conflit ou les messages de contrôle. On doit en avoir un espace de plus en plus raisonnable. On doit en avoir une humanité beaucoup plus avancée que maintenant. On doit nous adresser à tout le monde avec équité. Le superpower ne va pas exister tout le temps parce que en ce moment nous sommes en train d'en avoir tout un changement dans la nouvelle génération et on doit nutrir cette nouvelle génération avec tout ce qui est les valeurs humaines, tout ce qui est l'identité, de partager les biens, de ne pas en avoir cet déséquilibre entre les riches et les pauvres. On doit avoir un futur qu'on doit soutenir et on doit... C'est qu'on mérite. Et aussi et notre planète, dans l'environnement, vous voyez maintenant avec tout ce qui est en train de passer, donc on doit penser un peu à notre avenir comme de vivre en paix. Et c'est ça le message que vraiment j'aimerais bien que l'IA doit penser. Ah ben c'est un message vraiment très, comment on dit, très paradisiaque, si vous voulez. C'est-à-dire si le monde, ou bien l'intelligence artificielle, ait ce rôle, ce devoir, ça sera le paradis sur Terre. Je vous remercie beaucoup. J'espère bien. Merci beaucoup. Merci Docteur beaucoup. Sahar Talat, je rappelle que vous êtes professeur de communication politique et spécialiste des médias numériques. Vous avez abordé le sujet très clairement et avec des explications vraiment très très importantes. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de notre émission. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.